Bonjour, merci d'être présent. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation problématique d'Internet. Je vais prendre le temps de faire un petit tour de la question avec vous, vous parler de deux grandes études que l'on a faites, une avec une population générale, puis une avec une population clinique. Et puis, je vais vous parler un petit peu des nouveaux outils, puis de qu'est-ce qui s'en vient. Puis, je vais prendre le temps de faire ça avec vous. Peut-être que quelqu'un faudrait qu'il me dise, parce que je n'ai pas de montre, combien de temps il me reste là parce que sinon, je vais m'égarer, c'est sûr. Donc, juste pour vous faire un contexte, parce qu'en fait, les gens ont tendance à se sentir parfois coupables ou sont souvent inquiets de l'utilisation d'Internet que font leurs proches ou encore leurs enfants. Donc, juste pour vous donner quelques petits chiffres, CEFRIO, qui est un organisme qui fait un peu une sorte de surveillance de l'utilisation des médias et puis de la technologie. Ils font des rapports à chaque année, puis il y a des éléments spécifiques. Donc, CEFRIO, en 2016, disait que les adultes utilisaient Internet pour à peu près 22 heures par semaine. Et chaque année, il y a une augmentation de cette utilisation d'Internet. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est nos 18-24 qui l'utilisent plus et nos 55 ans et plus, bien, eux, ils l'utilisent un peu moins, bien qu'ils l'utilisent. Donc, si vous regardez, en fait, l'évolution un tout petit peu des appareils numériques, ça c'est une donnée 2018. Donc, les téléphones intelligents, voyez-vous, les téléphones intelligents, je veux juste vous rappeler qu'ils ont 10 années. Hein? C'est 2007-2008. Fait que là, c'est pour ça que vous ayez... En fait, je devrais toujours commencer avec ça. Là, je vais vous parler d'un sujet récent. Contrairement, parce que moi, je viens du monde de la dépendance, contrairement au monde de la dépendance, pour l'alcool, on a 200 ans d'observation. Ça fait à peu près depuis Jelinek, les années 1800, qu'on sait que ça amène des problèmes. Pour les jeux de hasard et d'argent existaient même avant l'alcool. On a trouvé des dés dans l'Antiquité, puis chez les Égyptiens. Donc, les jeux de hasard et d'argent existent de toujours. Là, Platon en avait parlé en disant que c'est dangereux. Donc, ça existe depuis toujours. Internet, on est à 97, on est 1997-1998, vous avez probablement eu votre premier courriel. Meg Ryan avait fait un film de You've Got Mail. Puis là, elle recevait un courriel, puis elle était bien excitée. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez reçu un courriel la dernière fois que vous étiez excité, mais c'est sûrement pas ce matin. Hein? Fait que ça fait 20 ans, ça. C'est pas beaucoup là, pour regarder un phénomène. Le gaming, donc World of Warcraft, qui a vraiment été le jeu le plus utilisé, on parle de 2003. On parle de 2007, le iPhone, qui a été le premier avec le téléphone intelligent, donc c'est 10 ans. Et là, voyez-vous, on est à 94 % des 19-25 qui en possèdent un téléphone intelligent. Puis chez nos 15 ans, 12-15 ans, qui sont tout petits, qui n'avaient pas de téléphone, vous autres non plus, vous n'aviez pas de téléphone à l'école, maintenant on est à 51 %. Mais en fait, ils sont arrivés en 2007, mais c'est pensé 2010 que tout le monde commence à en avoir un. Donc, ça ne fait pas beaucoup d'années, là, ça fait 8 ans. 8 ans en sciences, c'est comme hier. Là. Les tablettes, c'est la même chose, c'est 2008 les tablettes. Donc, on a 10 ans avec elles. Facebook, c'est 2006-2007, c'était ces 10 ans également, donc avant que tout le monde soit là-dedans. Ce qui veut dire qu'on a peu de recul par rapport à ces phénomènes-là, et donc vous allez sûrement avoir plus de questions qu'on va avoir de réponses. Ça veut également dire que quand on regarde les données qu'il y avait dans les débuts des années 2000, puis même des fois 2010, puis là, on dit, oui, mais par exemple, voici le taux de cyber ou voici... bien, on a mesuré une photo de cette époque-là, hein, où est-ce que plusieurs des applications n'existaient pas. Donc, il y a plusieurs types de jeux maintenant qui existent, qui n'existaient pas. Donc, il faut vraiment prendre très attention. Par ailleurs, ce qui existe actuellement, est-ce que ça va exister pour ceux qui sont nés avec ces technologies-là? On ne le sait pas non plus. Donc, il faut toujours avoir en tête que c'est un phénomène récent et il faut donc que vous gardiez un regard critique sur les données. Donc, voyez-vous, dans les tablettes numériques, on est beaucoup plus chez les jeunes. Hein, on a 63 excusez-moi, qui en possèdent. Puis, l'ordinateur fixe commence, lui, à avoir une décroissance.
On a fait 2 grandes études et puis c'est pour ça que là, on leur a donné des noms, fait que c'est pour ça que je voulais juste vous les resituer. On a fait une première étude qui s'appelle Cyberjeunes, qui était une étude sur l'utilisation des jeux de hasard et d'argent, à laquelle on avait greffé un volet de l'IAT, de tout ce qu'ils faisaient. On a fait un volet également de consommation d'alcool, de drogue, de délinquance, donc des habitudes de vie et des comportements à risque chez les jeunes secondaires. Cette étude-là a été faite en 2012. Donc, Facebook était quand même moins important à cette époque-là qu'il ne l'est aujourd'hui. Et on a fait donc dans plusieurs écoles, on avait un très gros échantillon et à l'époque où est-ce qu'on l'a fait, ils avaient 15 ans. Ensuite, on a fait dans les mêmes années une étude chez une population en traitement. On a pris tous les cas qui acceptaient de participer dans les CRD. Donc, vous allez voir, on avait 14 centres de réadaptation en dépendance avec nous. Puis, on a étudié tous les jeunes qui cognaient à la porte, ou les parents qui cognaient à la porte, là, vous allez voir, et qui demandaient de l'aide. Donc, on en a 80. Donc, ça, c'est l'étude Virtuado. Donc, l'avantage d'avoir ces 2 études-là qui ont été faites dans les mêmes années, c'est qu'elles se parlent. Les deux groupes d'âge ont 15 ans. Ce qui fait que je suis capable de comparer. Parce que si je les avais pris 6 ans plus tard, là, on aurait pu se demander, mais s'il y en a un qui utilise plus Internet, c'est-tu parce qu'on est 6 ans plus tard ou c'est parce que... Donc là, on les a à peu près dans une année de près. Donc, quand on a fait notre étude, on avait calculé, on avait un très long volet avec Cyberjeunes sur l'utilisation d'Internet. Donc, je dirais pas pré-Facebook, mais pré-Pokémon Go, pré-Candy Crush, pré tout ça. Là, on est presque à l'âge de dinosaure en 2012. C'est pas drôle, mais c'est un petit peu ça. On avait donc 4000 d'écoles privées publiques. Nos garçons étaient à 19 heures sur Internet, en dehors des heures scolaires, puis nos filles étaient à 16 heures. Donc, c'est une différence qui est significative. Il y avait des grandes différences, par contre, dans leur utilisation d'Internet. Une des grandes différences, eh bien, c'est celle-ci, vous la voyez en jaune, ou en vert plutôt. Les garçons vont beaucoup plus faire de gaming, alors que nos filles vont être plus sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez ici nos garçons à 70% qui vont faire du gaming, pas toujours des MMORPG, c'est-à-dire des jeux de rôle comme dans World of Warcraft, mais beaucoup ce qu'on appelle des MOBA, des jeux en ligne où est-ce qu'ils vont être dans une bataille, un peu comme League of Legends. Vous avez peut-être vu League of Legends. Donc, on en avait plus, puis d'autres types de jeux. Là, on a 70% de nos garçons, mais on n'a que 15% de nos filles. Donc, il y a une énorme différence de genre. Et on comprend pourquoi les concepteurs de jeux vidéo, c'est le marché qu'ils tentent de viser. Ces filles-là qui jouent pratiquement pas quand ils sont en secondaire 3. Parce que ils sont en 3, 4, 5, là, mais à cette époque-là, il y avait en moyenne 15 ans. Donc, les filles jouent très peu. Par contre, elles font beaucoup de réseaux sociaux, comme vous voyez, même si on a presque un effet de plafond, elles sont à 96% sur les réseaux sociaux et ça nous donne quand même une différence significative. Donc, elles le sont plus que les garçons, puis les garçons sont à 92. Donc, ça fait... Elles sont beaucoup. L'autre différence, ce qu'elles font beaucoup, c'est du téléchargement et de l'écoute de la musique. On appelle ça faire du streaming. Donc, elles le font beaucoup. Maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, c'est que nos garçons font quand même aussi pas mal de streaming. On en avait un tout petit peu plus. Mais avec des plateformes comme Twitch, peut-être que vous en avez entendu parler. Twitch est une plateforme où est-ce qu'on regarde des gens jouer, des gamers jouer, puis là, ils commentent. Puis là, vous pouvez leur donner de l'argent, puis c'est fortement ennuyant quand on n'aime pas le jeu. Là, on trouve que c'est complètement débile de regarder du monde jouer. Mais moi, j'ai un garçon de 10 ans qui trouve ça super, regarder du monde jouer. Il va sur YouTube, puis il regarde du monde jouer. Ou il va sur Twitch puis il regarde du monde jouer. Ça commence à avoir... Donc, le phénomène Twitch a pris beaucoup d'ampleur. Puis avec je vais vous mettre entre guillemets, professionnalisation du gaming. Vous avez maintenant des gamers qui se disent professionnels, donc qui vont dans des tournois, notamment de League of Legends, avec des bourses des montants substantiels. On est vraiment plus près on s'en vient près du monde du poker. Moi, j'ai étudié pendant 6 ans les joueurs de poker, puis il y en a qui se disaient professionnels. Là, on est vraiment dans cet aspect-là. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver pour ces jeunes qui voient des professionnels, puis qui aiment jouer, puis qui se rêvent de gamer, puis qui en rêvent d'en faire une profession. Là, en tout cas, il y a quand même... c'est ça que je vous dis, ce qui est difficile avec
quand on travaille avec notamment les jeux vidéo puis l'Internet, c'est qu'on est toujours un peu en retard. Le temps qu'on fasse une demande de subvention, qu'on analyse nos données et qu'on les publie, là, on est rempli. J'ai oublié le comité d'éthique. Là, on est à 5 ans plus tard. Mais 5 ans plus tard, dans le monde des Internet, je vous l'ai dit, l'iPhone, les téléphones intelligents ont 10 ans. C'est presque une génération, là. Mais on n'avait jamais connu un phénomène comme ça avec les autres substances ou même avec les autres problèmes de santé mentale où on est toujours extrêmement en retard. Et je vous disais ça parce qu'en fait, ça a une grosse influence sur le diagnostic. Donc, il y a une énorme controverse. Il y a eu une énorme controverse. Et là, moi, j'avais vraiment l'impression qu'enfin, c'était réglé, là. Parce que vous allez voir, le DSM, vous le savez, dans le DSM-5, ce n'est pas un diagnostic officiel. C'est un diagnostic dans la catégorie à l'essai, ou demandant plus de données scientifiques. Mais le DSM est sorti en 2013. Donc, ça fait déjà 5 ans. Et donc, ça veut dire que les groupes de travail l'ont fait en 2011-2012. Donc, vous comprenez qu'il y avait quand même moins de données à cette époque-là qu'on en a en 2018. Il y a plus de 1000 articles qui sont publiés pour la dépendance à Internet ou encore pour la cyber. Donc, on avait moins de données. Donc, le DSM est sorti, diagnostic à l'essai, fait qu'on fait, il fait comme une petite part. Maintenant, vous avez sûrement peut-être entendu parler, le CIM-11, qui est l'équivalent du DSM, mais en Europe, donc un autre outil de diagnostic. Dans le CIM-11, le DSM va être officiel. Donc, il va sortir ce printemps ou d'une journée à l'autre. Donc, ils en ont décidé d'en faire un diagnostic officiel. Mais le diagnostic ne porte pas généralement sur Internet, mais porte sur une application en particulier, sur les jeux vidéo. Donc, ça va être un trouble de dépendance aux jeux vidéo. Puis là, vous allez pouvoir spécifier si c'est du en ligne ou du hors ligne. Mais moi, comme je ne connais plus personne qui fait quasiment du hors ligne. C'est très, très rare. C'était vrai il y a plusieurs années, puis on a des données sur un peu. Mais maintenant, presque toutes les consoles sont en ligne. Donc, l'aspect du mot en ligne versus hors ligne est moins pertinent, mais c'est pour quand même dire si vous avez des gamers de PS4 qui ne sont pas en ligne, ils pourraient quand même avoir un diagnostic. Mais ça, c'est avec le CIM-11. Ce qui est intéressant dans ça, d'une part, c'est qu'ils ont pris l'option de dire toutes les données ont été faites sur les jeux vidéo, on va donc donner un aspect jeux vidéo, mais c'est sûr que les jeux vidéo, c'est 2003, on a donc 15 ans d'observation. Pour les réseaux sociaux, on a moins de 10 ans, donc on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de documentation. Ensuite, presque tous les portraits cliniques que l'on voit, puis vous allez voir avec Virtuado, c'est des garçons qui demandent de l'aide. Donc, c'est normal un petit peu qu'il ait fait cet aspect-là plus pour nos garçons que pour les filles. Mais c'est clair que quand on fait un diagnostic de jeux vidéo, ils ne capteront pas beaucoup de filles. Les filles ne jouent presque pas chez les ados. Fait qu'il y a comme un petit aspect de Donc, il y a quand même une controverse dans la littérature parce qu'en fait, la question est, est-ce qu'on prend un concept parapluie, un peu comme Internet, ou encore on prend un concept plus spécifique sur une application en particulier? Donc, est-ce qu'on est dépendant à une seule application, comme Facebook, comme peu importe le réseau social qu'elle utilise, ou encore on peut prendre quelque chose de plus large? Nous, pour l'instant, on préférait utiliser un concept plus large parce qu'en fait, ça nous permet de regarder tout ce qu'ils font. Parce qu'en clinique, ce qu'on observe souvent, moi, ce que j'observe avec mes patients, c'est de dire que les personnes vont faire, par exemple, ils vont jouer aux jeux vidéo, mais en plus, ils vont, par exemple, lire un manga sur ordinateur, ils vont écouter une émission, ils vont faire leurs devoirs, puis ils vont en même temps chatter, puis bloguer, puis des fois, ils vont même s'enregistrer pour pouvoir faire leur fameux vidéo puis le déposer sur Twitch. Donc, ils font 4 à 5 choses en même temps. Et c'est en fait un petit peu cette stimulation-là sur laquelle on pourrait penser qu'ils deviennent dépendants, c'est-à-dire un niveau de stimulation très élevé. Ce qui fait que quand ils sont dans un autre moment, puis il y a peu de stimulation, comme présentement entre vous et moi, où il y a juste une stimulation, ils se sentent sous-stimulés, puis ils ont l'impression de finalement être en dépression. Puis ils me disent, oui, mais c'est tellement plate. Mais c'est sûr que si je vous donne, fait que dans le fond, c'est comme si votre cerveau il était habitué à avoir une surstimulation, puis une stimulation, puis il dit, j'avais un patient qui disait, oui, mais avec ma conjointe, c'est tellement ennuyeux. Bien, c'est sûr que tu ne te fais pas popper pendant, tu sais, t'es pas, c'est rare, c'est plus rare. Tu sais, au cinéma, c'était presque intolérable, là, parce que tu as juste un film, tu n'es pas en train de chatter en même temps que le film parce que c'est interdit.
Puis, tu sais, tu n'es pas en train de te filmer puis en train de jaser. Ils trouvent ça très difficile de se contenir. Fait que pour certains, dans certains profils que l'on a observés, c'est peut-être cette surstimulation, mais si on observe ou on ne documente qu'une application, moi, je trouve que c'est problématique parce qu'on manque l'ensemble. Fait que ça c'est l'aspect un peu négatif. Donc, pour l'aspect diagnostic, en fait, le DSM, c'est pas compliqué la vie. Là, ils ont pris les critères du jeu pathologique puis ils ont mis le mot Internet, hein, ou plutôt jeu vidéo. Fait que c'est la même chose. On va parler de tolérance, on va parler de sevrage, on va parler d'utilisation plus longue que prévu, puis on va parler de conséquences. Donc, c'est un diagnostic un peu assez traditionnel. Par contre, comme le CIM va l'avoir fait un petit peu différemment parce que c'est pas tout à fait la même philosophie. Donc, on va quand même retrouver des choses semblables. Mais ce qu'on voit, donc j'étais il y a 2 semaines à la maison, puis il y avait comme je fais partie d'un groupe qui s'intéresse aux jeux de hasard et d'argent, puis au gaming. Puis là, il y avait comme 30 courriels tu te lèves, il y a 30 courriels, tu te dis, mon Dieu, que se passe-t-il dans le monde? En fait, c'est qu'on commence, l'industrie des jeux vidéo n'est pas contente d'avoir un diagnostic qui la cible. Et donc, ils commencent à faire du lobbying pour ne pas que ça existe. Donc, ils commencent à faire de la pression sur certains chercheurs, à subventionner des travaux, puis à dire, ben non, c'est pas ça n'existe pas. Donc là, on voit, puis c'est arrivé dans les jeux de hasard et d'argent, en fait, il n'est pas surpris, là, mais il y a comme un lobbying extrêmement important parce que jusqu'à présent, le mot addictif dans les jeux vidéo, bien, c'est un aspect vendeur. Hein? Voici. Alors que d'habitude, la dépendance, c'est un problème de santé mentale. Fait que là, on a comme une sorte de paradoxe ici. Puis jusqu'à présent, les boîtes de jeux vidéo ont été très fermées à parler de ce phénomène-là et en fait, en font la négation totale. C'est intéressant parce que Apple, Google essaient de dire oui, on va vous donner des outils pour contrôler votre temps sur Internet. Les jeux vidéo, on n'est vraiment pas du tout à la reconnaissance. Fait que là, on a vu une sorte de lobbying. Puis là, il y avait un chercheur qui était subventionné par l'industrie qui avait commencé à faire une recherche en disant, en envoyant un questionnaire hyper biaisé, en disant aux gens, avez-vous déjà vu quelqu'un qui avait des symptômes de jeux vidéo équivalents à quelqu'un qui a un problème d'héroïne? Bien là, c'est pas la même chose tout à fait, là, mais en même temps, moi, je trouve ça super. Qu'est-ce que les gens pensent? Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils pensent ça, que ça n'existe pas. Il y a comme une marge également. Fait qu'en tout cas, c'est à suivre, je vous dirais. Hein, parce que c'est pas, la science ne mène pas toujours le monde, même si c'est des fois ce qu'on aimerait. Donc, voilà pour l'aspect DSM. En fait, si jamais... excusez-moi, ça... Je dois avoir un œil magique que je ne vois pas bien faire. En fait, si jamais vous voulez vous souvenir, sans vous rappeler des 10 critères ou des 9 critères pour la dépendance, souvenez-vous que d'abord, il faut toujours que le problème soit d'une sévérité suffisante. Si on est dans la famille des dépendances, eh bien, il faut que ce soit comparable quand même à quelqu'un en termes de souffrance et en termes de conséquences à quelqu'un qui a un problème d'alcool, de drogue ou de jeu de hasard et d'argent. Ça ne peut pas juste être banal de dire tu perds un peu de temps. Ça ne peut pas juste être ça. Il faut donc qu'il y ait une sévérité assez grande. Il faut donc, souvent, on va observer une obsession sur la substance, c'est-à-dire quand est-ce que je vais y aller, combien de temps je vais y aller, de l'utiliser très, très longtemps. Et en fait, ce qu'on a vu beaucoup en clinique, c'est des gens d'abord qui passaient un temps incroyable, je vous en parlerai tout à l'heure, mais aussi qu'ils y pensent tout le temps. Hein? Ils vous en parlent quand vous êtes là, ils ne font que ça, ils vont s'informer, ils vont aller lire là-dessus. Donc, ça devient le centre de la vie, comme c'est pour une substance, donc un peu de la même façon. Ensuite, on va voir des épisodes de perte de contrôle, c'est-à-dire j'essaie de me contrôler, mais je n'y arrive pas. Hein? Et ça, on le voit très bien avec les substances, mais on le voit aussi avec le jeu, avec les jeux vidéo ou avec Facebook. Et on voit des conséquences. Et là, il faut que les conséquences soient autres que juste me sentir coupable ou juste avoir des critiques de mon proche. Parce que ça, c'est pas suffisant pour dire « oui, tu as des conséquences ». Puis, donc, souvent, on va voir, vous allez voir en clinique, on va voir des problèmes au niveau scolaire importants, on va voir des problèmes de relations. La personne commence également, elle aussi, à souffrir parce qu'elle a l'impression, puis c'est drôle, on avait des jeunes qui nous disaient « mais j'ai l'impression d'être prisonnier de ce jeu-là », donc d'avoir perdu la liberté de faire d'autres activités.
Donc, il y a une souffrance qui est cliniquement aussi significative. Et puis, parmi les autres conséquences qu'on a observées, c'est des problèmes au niveau du sommeil, fort importants, puis des problèmes au niveau même de la santé physique. Donc, ça peut affecter plusieurs sphères de la vie. Par ailleurs, il peut y avoir également des symptômes de tolérance. Hein? On a commencé dans une de nos études à mesurer le binge. Vous savez, c'est quoi du binge? C'est quand on prend beaucoup d'alcool en une occasion. Hein? À l'école, à l'université, là, on essaie de faire beaucoup de la prévention de ces épisodes-là parce que ça ne veut pas dire qu'on devient dépendant, mais ça peut amener des conséquences oui, l'alcool au volant, mais de coma éthylique également. Là, on peut tomber dans le coma si tu prends 20 consommations. Bien, ce qu'on voit, c'est chez nos joueurs, bien, ça fait du binge aussi. Ils vont donc parfois jouer 10, 12, 15, 16, 18 heures, parfois même sans manger pour... Fait que donc, il y a un aspect de tolérance. Moi, si je vous mets 15 heures sur Facebook sans arrêt, ça m'étonnerait que vous toffiez à Ron. Hein? Vous allez peut-être dire non. Donc, il y a l'aspect, quand je vous dis, de tolérance, d'être capable d'absorber tout ça. Puis là, ils me disent, oui, mais tu sais, j'étais fatiguée, puis finalement, bien, je nie mes symptômes de fatigue. C'est pas grave, il faut que je continue. C'est rare quand on n'est pas dépendant qu'on va continuer dans une activité qui est de loisir, même si on sait qu'elle est plus bonne pour nous. Fait qu'il y a tout cet aspect-là qui est présent également pour la dépendance. Donc, la première étude qu'on a faite, puis je regardais aujourd'hui avec Robert les chiffres, là, il y a des chiffres un petit peu semblables. Quand on a fait, en 2012, notre temps zéro, on avait donc une prévalence entre 1 et 2 %. Et c'est une proportion qui est égale chez nos garçons et chez nos filles. Donc, c'est à peu près la même chose qu'on observe dans le monde. Par contre, ce qu'on a vu, c'est dans les conduites à risque, et ça nous a un petit peu surpris, on a 18 % des jeunes qui seraient considérés feu jaune ou à risque. Et ça, c'est un aspect quand même préoccupant parce qu'en fait, on ne sait pas lesquels de ces jeunes-là vont peut-être développer à long terme un trouble. Est-ce que c'est juste qu'ils vivent quelques conséquences, qui parfois peuvent aller de petites conséquences, parfois plus importantes, ou encore on est vraiment avec plusieurs facteurs de risque, puis on est vraiment vers un développement à long terme d'une problématique. On n'a pas du tout les études longitudinales nous permettant de cibler. Ça va être lequel dans ce groupe-là qui est le plus à risque. Donc maintenant, qui sont nos utilisations problématiques d'Internet en clinique? Donc, comme je vous disais, on a fait cette étude qui s'appelle Virtuado. On leur a tous donné des noms parce que sinon, je suis un peu confuse. Dans Virtuado, c'est nos 80 jeunes, 79 qui étaient en clinique. Donc, on avait, je pense qu'on avait 13 CRD, donc Centre de réadaptation, 26 cliniciens qui ont participé avec nous. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que c'est des garçons qui viennent en traitement dans les centres de traitement, là, beaucoup plus que... oui, il y a toujours une majorité de garçons en dépendance, mais là, à 93 %, c'est bien au-delà de ce qu'on observe. Habituellement, on est à plus 70-30 pour la consommation, 60-40, mais pas à 93-7. Ça, c'est du jamais vu. Donc, il y a quelque chose avec les jeux vidéo que les parents sont peut-être plus inquiets ou vont plus l'observer. Ils étaient majoritairement des étudiants et ils passaient 56 heures par semaine sur Internet, en dehors des heures scolaires. Je sais que vous rêvez d'avoir 56 heures de loisirs dans votre semaine, mais ça n'arrivera pas. Hein? Ça serait surprenant que ça arrive. Si vous avez 56 heures de loisirs, vous êtes à la retraite ou encore vous avez des problèmes dans votre job. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais, et puis quand on les compare avec la population générale de leur même âge, donc... ils étaient à 20 heures dans la population générale. Donc, on est qu'à presque 3 fois plus d'investissement. Fait que, tu sais, quand je vous parlais du centre de leur vie, d'une certaine obsession, eh bien, on le voit bien ici avec 56, vers 20. Puis, n'oubliez pas, c'est en dehors des heures scolaires. Donc, là, ils vont à l'école, ils arrivent. Fait que là, il n'y a pas de devoir, là, parce que, oubliez ça, la 56 heures, c'est presque 8 heures par jour. Bon, OK, la fin de semaine, il y en a beaucoup plus. Mais 8 heures, ça veut dire que tu arrives à 4 puis tu te couches à minuit. C'est ça que ça veut dire. Ce qui veut dire que vous allez voir, ça en empiète beaucoup, beaucoup, parce que la première chose où est-ce qu'on va voler notre temps, c'est sur nos heures de sommeil. Hein. Si vous avez eu des petits rushs de travail ou si vous venez de vos études, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on empiète parce qu'à un moment donné, il y a moins de...
il y a moins d'espace. Hein, chez nos adultes, parce qu'on avait fait avant Virtuado, on avait fait la même étude des adultes, chez des adultes, donc 18 ans et plus, qui venaient en traitement dans les centres de réadaptation. Là, on en avait 57. Et chez nos adultes, on était à 66 heures par semaine qui étaient sur Internet, en dehors de leur travail. Mais à vrai dire, il n'y avait pas de travail parce qu'il n'y a plus de temps. Et ça, c'était dans des grandes problématiques. C'est qu'en fait, c'était des jeunes adultes, donc qui avaient en moyenne 30 ans, qui vivaient encore à plus de 70% chez leurs parents, des revenus de moins de 20 000 et pourtant une scolarité de cégep complétée, donc pour la plupart d'entre eux. Donc, ils ne se sont pas insérés socio-professionnellement. Alors que c'est un peu comme ils étaient sur Internet, ils ont laissé le train passer. Et puis là, ça fait très cliché, hein, le portrait de jeune qui est dans la maison, qui joue, mais c'est vraiment ceux qui sont venus demander de l'aide. Donc, à 66 heures par semaine, c'est une job temps plein et plus. Là, c'est du temps plein à l'école plus un job à temps partiel. Tu sais, c'est vraiment... Et c'est quand je vous parlais d'obsession puis de perte de contrôle, c'est ça que ça veut dire. C'est là qu'on le voit bien. Parmi dans Virtuado, quand on regarde leurs méfaits, ce qu'ils vont nous parler, bien, c'est beaucoup des problèmes au niveau de la vie familiale. Ça, c'est le jeune qui le rapporte. Donc, on leur demande sur une échelle de 1 à 5. On va regarder, ils disent au niveau du sommeil, de l'emploi, de leur humeur. Et puis, au niveau de la situation financière, ça, c'est moins parce qu'ils ont moins d'obligations. Ce qui nous a beaucoup frappé, autant dans Virtuado que Cyberadulte, c'est le taux de comorbidité. Vous savez, quand on travaille en dépendance, la comorbidité est très fréquente, avec dépression ou anxiété, avec d'autres problèmes de santé mentale. Pardon, mais chez ces jeunes-là, on avait des problèmes de santé mentale, là, toutes confondues. On avait 71% qui avaient une autre problématique de santé mentale. Donc, ce n'est pas surprenant. Maintenant, quelle est la poule ou l'œuf? Hein? Est-ce qu'il y avait un trouble anxieux avant, puis qui ont développé, qui se sont réfugiés sur Internet parce qu'il y avait moins d'habileté sociale, il y avait peut-être une phobie? On ne le sait pas. Ça, c'est très difficile. Est-ce que le fait de aussi avoir autant investi en ligne a amené des problèmes de santé mentale hors ligne? Parce qu'en fait, ils deviennent déprimés, hein? Puis c'est peut-être juste un effet de sevrage. Donc, c'est pas très clair, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on observe dans la population générale. Donc, on avait plusieurs qui avaient un TDAH, on avait des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, on avait des troubles du spectre de l'autisme, etc. On en a aussi une grande... Parfait. On en avait une grande partie également qui prenait de la médication, notamment parce qu'il y avait beaucoup de TDA. Je pense que le résultat qui m'a le plus inquiété dans toute notre étude avec Virtuado, ce sont les résultats sur l'estime de soi. Quand vous regardez, on a des jeunes qui ont une estime de soi faible ou très faible à 52 %. Ce qui est beaucoup. Faible ou très faible. C'est pas, on a une estime de soi dans la moyenne, donc ce qui devrait être à 14 %, puis on a forte ou très forte à 34 %. Donc, on a plus de la moitié des jeunes qui ont un problème d'estime de soi. C'est énorme. C'est vraiment... Ça, en dépendance, on n'a absolument pas on a toujours quand même une estime de soi faible, le tiers peut-être, mais jamais la moitié des jeunes qui viennent demander de l'aide. Et vous allez voir, ça se répercute bien entendu sur les idéations suicidaires. Donc, lorsqu'ils viennent, on avait 17 % dans la dernière année qui avaient eu des pensées suicidaires intenses, puis il y en avait 11 % dans la dernière année qui avaient fait une tentative de suicide, et il y a même un des patients qui a fait un suicide complété dans la dernière année. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des jeunes, quand ils viennent, qui ont un portrait clinique très complexe quand ils vont dans les centres de traitement. Vous me direz, ce n'est pas tous les jeunes qui vont dans les centres de traitement, c'est vrai, mais d'être capable d'en trouver 80 en 18 mois de recrutement, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Hein.
Le centre, le Grand Chemin, que vous connaissez peut-être, hein, qui est un centre de réadaptation pour les dépendances à l'interne, reçoit presque maintenant un 5 à 10 de sa clientèle qui vient. Alors que pour les jeux de hasard et d'argent, il n'y en a même pas. Des fois, il y en avait un par année. Là, maintenant, pour la cyber, on est à presque, des fois jusqu'à 10 là, au moins un 5 Donc, on a des jeunes qui viennent, qui ont plusieurs problèmes de santé mentale, puis qui ont des idées suicidaires quand même assez élevées dans la dernière année. Puis vous avez probablement tous entendu hein, le documentaire Bail. Puis il y a un bon documentaire aussi que Claire Lamarche a fait qui est sur Télé-Québec, sur l'écran roi, qui est intéressant, là, mais ça montre quand même des jeunes avec une souffrance. Donc, quand je vous parlais, c'est pas banal quand ils ont un problème de dépendance à Internet. Hein. On est dans des conséquences qui sont importantes. On est dans de la souffrance clinique, on est dans de la comorbidité. Et puis, il peut y avoir même des répercussions qui peuvent aller jusqu'aux des tentatives de suicide, d'où l'importance d'intervenir et de détecter et de dépister le plus rapidement possible pour pouvoir amener de l'aide. Donc, pourquoi développent-ils des problèmes de dépendance à Internet? Eh bien, ça, c'est la question. Hein. Pourquoi les gens développent-ils un problème de dépendance? Eh bien, il y a toujours une multitude de facteurs de risques. Et en fait, ce sont souvent les mêmes qu'observés en dépendance. Par contre, il est important de se souvenir que ce n'est jamais uniquement la substance qui amène un problème de dépendance. Sinon, tout le monde serait dépendant à l'alcool. Hein, la substance est partout. Donc, c'est toujours la rencontre entre une substance, des caractéristiques personnelles, puis un environnement. Donc, c'est sûr que moi, en tant que psychologue, je ne me suis même pas présentée, mais c'est pas grave, je suis psychologue, vous avez dû comprendre, hein? J'ai comme tombé dans le sujet. Magali Dufault, Université de l'UQAM maintenant, département de psychologie. Donc, vous allez voir que c'est sûr que moi, mon angle d'attaque est beaucoup les caractéristiques psychologiques parce que de par ma formation, c'est avec ça que je vais travailler le plus. Donc, il y a des vulnérabilités au niveau de la santé mentale. On sait que l'impulsivité, c'est une des caractéristiques qui fait que c'est difficile de se contenir, hein? Puis surtout dans un monde d'autocontrôle, c'est un défi important. Chez des jeunes dont le lobe frontal n'est pas encore développé, qui sont tout jeunes, puis là, on leur donne une bête qui fait qu'ils ne s'ennuieront jamais. Puis là, tu dis, non, contrôle-toi, puis ennuie-toi. C'est très, très, très difficile. Hein? On leur demande quelque chose, des fois qu'on se dit peut-être qu'il n'est même pas atteignable parce que nous-mêmes, on ne s'ennuie plus jamais. Hein? Si vous regardez les gens autour de vous quand ils vont dans des cafés, tout ça, il n'y a plus personne qui s'ennuie, tout le monde a son appareil et peut satisfaire ses envies. Donc, clairement, il y a des gens qui sont par contre plus vulnérables que d'autres. Donc, on va parler de l'impulsivité. On va parler également des gens qui ont un TDA parce que ce qu'on a observé avec les substances, si vous avez travaillé avec des cocaïnomanes, quand ils ont un gros déficit d'attention, quand ils prennent de la coke, ça les apaise. C'est toujours la première fois que quelqu'un m'a dit « Ah oui, quand je prends de la coke, je suis relax. » Tu fais les yeux « Hein? » Ben oui, parce qu'en fait, c'est un stimulant, puis le TDA, c'est comme j'essaie d'activer mon cerveau pour qu'il fonctionne comme les autres, bien, si je donne un stimulant, bien, ils vont se sentir apaisés. Et on a vu la même chose avec les jeux d'hasard et d'argent qui stimulent énormément, puis bien, ça les apaise. Et dans les jeux, c'est la même chose, on stimule le cerveau beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est clair que c'est un facteur de vulnérabilité. Les jeux ont été conçus, puis j'ai des amis, on a eu 2 présentations par des designers de jeux. Bien, les jeux sont conçus pour nous faire plaisir, hein? Pour nous dire qu'on est bon, puis pour nous renforcer, puis pour nous mettre juste assez de défis pour qu'on reste pris, pour qu'on dise « Ah oui, je vais continuer. Hein? » Je ne sais pas si vous avez déjà joué à un petit jeu là, sur une tablette ou un téléphone là, du style Candy Crush ou peu importe le jeu. Là, puis là, oups, tout d'un coup, après 3-4 niveaux, ah, vous êtes donc bon. Ah, ça fait 20 minutes qu'on est là-dedans. Puis là, tout d'un coup, oups, on a comme vite perdu la notion du temps. En fait, on est très sensible, humain, au renforcement positif. On le sait quand on enseigne, on le sait avec les animaux, on le sait quand on veut éduquer un chien, peu importe. On est très, très sensible et les jeux ont compris ça. Donc, ils nous renforcent constamment. Puis ce qui est encore mieux dans les jeux, c'est qu'ils nous renforcent pour tout ce qu'on fait. Vous faites une bonne action, vous êtes renforcé. Or, dans notre vie, on a très peu de ces renforcements-là, surtout aussi soutenus. Hein? Vous faites une bonne action,
C'est rare que vos patients vont vous dire merci ou encore pire, votre patron. C'est très rare qu'on se fait taper dans le dos, mais dans les jeux, eh bien, on a ce renforcement-là très, très important. Donc, c'est clair que ça va faire qu'on veut y aller puis qu'on a le goût d'y aller. Puis en plus, là, il y a toute une communauté parce que si vous êtes dans un jeu, ou si vous êtes dans Facebook, c'est la même chose, hein, c'est les likes. Hein, vous êtes super, vous êtes fantastique, vous êtes donc belle, je veux être toi, tes repas sont fantastiques. Là, vous avez 1000 likes, là, vous en voulez plus, hein, parce que l'humain est fait ainsi que on vient vite tolérant à notre renforcement, donc on en veut plus, on investit plus. Donc là, vous voyez un tout petit peu le danger du cycle de la dépendance parce qu'on en veut encore plus. Donc, c'est des renforcements très, très, très importants. Puis dans la vie hors ligne, on a peu de ces renforcements-là. Donc, ça, c'est un aspect que toutes les applications d'Internet vont faire, mais un peu moins, parce qu'il y en a qui me disent « Oui, mais la télé. » Mais la télé, ça ne te renforce pas. Ça te permet de t'évader, par exemple. Donc, les jeux, eux, nous permettent vraiment de nous renforcer, puis il y a toutes sortes de jeux pour toutes les gens, toutes les sortes de personnes. Donc, si vous aimez plus du style casse-tête, il y a des jeux, des quêtes, des personnes que vous assassinez, peu importe là, ce que vous aimez faire, vous défouler ou vous résoudre des problèmes, il les a toutes là. Puis il y en a comme maintenant le phénomène Fortnite, vous avez peut-être entendu parler, mais ce jeu-là, il est à la fois casse-tête, donc résoudre des aspects. Il est à la fois, donc, fait partie d'une gang, puis est à la fois first-person shooter un petit peu, avec moins de violence. Donc, peu importe quasiment le type de jeu que vous aimez, vous y trouvez presque votre compte. Puis là, vous pouvez donc être avec vos amis, puis là, jouer, parce que tout le monde va finir par trouver ça super. T'sais. Donc, il y a le renforcement positif, puis il y a le renforcement également négatif. Donc, un renforcement négatif, c'est-à-dire ça me permet d'éviter de la souffrance. Et les jeux, c'est ça, hein, ça me permet d'oublier le fait que je me sens incompétent, le fait que je ne suis pas à la hauteur des attentes parfois de mes parents. C'est beaucoup ça qu'ils nous disent en clinique. Hein. Sylvie, ma collègue qui a travaillé avec moi, Sylvie Gagnon, qui est du Tremplin, mais Tremplin Centre de traitement. Sylvie me dit toujours, ils ont l'impression d'avoir échoué puis que la société n'est pas à la hauteur aussi de leur attente. Mais de eux ne pas être à la hauteur. Fait que, plutôt que me trouver pas bon, puis là, je fais le lien avec l'estime de soi, bien, je vais m'en aller d'un endroit où je me sens compétent. Et donc là, l'investissement va devenir en ligne au détriment du monde hors ligne. Or, jusqu'à présent, il faut vivre hors ligne. On n'a pas le choix. Nos jobs sont encore hors ligne. L'entrevue pour avoir un emploi, l'école est encore hors ligne. Donc, on ne peut pas avoir un écart aussi grand entre l'investissement que l'on met dans un des deux aspects de notre vie. Donc, l'aspect de renforcement négatif est également important. Plus j'ai besoin d'échapper à quelque chose, soit de l'ennui, soit de la souffrance, soit de la tristesse, et plus j'ai de raisons peut-être d'aller en ligne. Donc ça fait partie des aspects psychologiques. Par ailleurs, bien, comme je vous l'ai dit, il y a plein de sortes de substances sur Internet, hein, toutes sortes d'applications, devrais-je dire, qui vont vous renforcer. Fait qu'il y en a que ça va être plus réseaux sociaux, comme on a vu nos filles, il y en a que ça va être plus gaming, puis il y en a d'autres, peut-être, ça sera autre chose dans 2 ans, il va y avoir une nouveauté, ça sera plus Twitch, ça va être autre chose. Donc, il y a ce constant renouvellement également qui fait que vous vous lassez d'une application, puis vous allez vers une autre, où vous allez y trouver votre compte. Et le dernier aspect, c'est l'environnement. On est dans un environnement super connecté, hyper connecté, comme dirait Jean-François Biron de la santé publique. Et en France, ils ont même voté une loi pour avoir droit à la déconnexion. Parce qu'en fait, les patrons disaient, on vous donne votre téléphone intelligent, mais vous êtes obligé quasiment d'être toujours connecté. Donc là, je me dis, on est dans un environnement où est-ce qu'on n'a pas de normes sociales encore, parce que c'est très jeune. Mais en fait, c'est un peu ça le message de dire, mais là, il faut commencer à se parler, de dire, quand on les utilise, quand on arrête, parce qu'on le fait jusqu'à 10 heures le soir, si vous couchez à 10h15, ou j'arrête toujours 1 heure. Donc, comment l'utiliser pour en profiter sans voir les conséquences? Et là, on commence, en tout cas, moi, c'est sûr, j'ai de jeunes enfants, donc il commence à y avoir un certain dialogue entre les parents, dire « Ah oui, toi, tu fais ça quand? Est-ce qu'ils ont le droit sur semaine? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit sur semaine? Est-ce que tu as un nombre d'heures? » Et là, chacun essaie de trouver un modèle avec les enfants qu'il a ou avec son milieu pour essayer de trouver des normes, parce qu'en fait, la norme sociale est
on veut aller sur la tablette, c'est ça, là, dans le fond, la fin de semaine, là, j'ai comme des demandes de tablette constamment. Fait que si je ne mets pas un cadre parfois rigide, bien, ça serait tout le temps parce que ça renforce tout le temps, puis c'est du loisir en tout temps. Donc, comment amener cet équilibre? C'est pas facile dans un environnement qui a peu donné de balises. Donc, comment faire pour le... Et ça va être quelque chose à développer. Maintenant, on le dit au cinéma, au théâtre, ou peu importe, ils commencent à en avoir. Donc, est-ce que vous en permettez sur l'heure du repas? Comment ça fonctionne? Puis dans les écoles, maintenant, on est connecté tout le temps. Donc, est-ce qu'ils le permettent tout le temps? Qu'est-ce qu'ils permettent? Qu'est-ce qu'ils ne permettent pas? Il y a vraiment toute une sorte de norme sociale qui est très importante, qui va devoir être développée. Mais comme on est dans un modèle assez récent, bien, il y a tout cet aspect-là pour protéger nos vulnérables, en fait. Parce que c'est ça, c'est pas dire que c'est bon ou mauvais. Au contraire, on ne pourrait plus se passer de nos téléphones intelligents, mais c'est plus comment faire pour les utiliser sans que ça ait de dommages. Tout comme l'alcool est présent dans nos vies, il y en a qui sont plus vulnérables, qui n'en prennent pas. C'est moins nécessaire dans une vie, on peut très bien s'en passer. Mais les écrans, les jeux vidéo, peut-être qu'on peut ne pas s'en passer, mais il y a quand même des applications qui sont presque nécessaires dans le travail. Donc, comment les utiliser sans être envahi? Maintenant, quoi faire? Est-ce que ça va dans le temps? Moi, j'en suis à... 44. Parfait. Donc, quoi faire maintenant, une fois qu'on a fait ça? Eh bien, je vous ai dit, les centres de traitement ont commencé à répondre aux demandes. Mais ça dépend de votre région, puis ça dépend du directeur qu'il y a à ce moment, qui est peut-être le 5e en ligne depuis les fusions du 6. Justement, Sylvie R. Gagnon, qui est notre clinicienne chercheur avec Louise sur les 2 projets Virtuado Cyberadulte, a eu 13 patrons en 4 ans. Donc, je me dis, c'est difficile des fois de... Et puis là, les philosophies de chaque CIS et CIUS peuvent être différentes parce qu'il n'y a pas encore eu, nous sommes en juin, le plan d'action pour la dépendance devrait sortir imminemment. Donc, depuis un certain temps, là, on s'attend ça depuis déjà au moins 6 mois, mais on pense avant l'été que ça devrait sortir. Et là, le ministère devrait avoir statué sur qu'est-ce qu'on fait en cyber. Les premiers échos du plan d'action disent qu'ils vont intégrer la cyber, finalement, dans la famille des dépendances. Et puis, alors que nous, on voulait plutôt parler d'utilisation problématique d'Internet pour rentrer les feux jaunes et les feux rouges ensemble, il semble-t-il que le ministre de la Santé, lui, préférait le mot cyber parce que c'est sûr que c'était le plus utilisé. On verra qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce qu'il y aura un mandat clair au centre de traitement? Maintenant, ça, c'est autre chose, parce qu'il y aura de l'argent pour les aider à s'organiser. Ça, c'est plusieurs questions qui restent à faire. Mais pour l'instant, il y a plusieurs, il y a vraiment plusieurs centres de traitement qui les acceptent. Par exemple, le Virage à Longueuil, donc la Montérégie, accepte les jeunes, mais ils ne prennent pas les adultes. Donc, il y a certaines, je vous dirais, différences selon les régions. Au CRDM, donc à l'Institut à Montréal, bien, ils prennent que les adultes. Donc, c'est très variable, mais on pense vraiment qu'il va y avoir des soins en dépendance à Internet dans les centres de réadaptation, puis habituellement, c'est d'excellents soins, puis ils sont gratuits. Donc, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Par contre, tout le problème, c'est de dire, mais maintenant, quel traitement vont-ils y avoir? Et comme il n'y a pas eu encore de fonds investis en recherche, toutes les données que je vous ai montrées là, c'est que Cyber Jeune, on avait une subvention pour les jeux de hasard et d'argent, puis on l'a comme greffé. Là, avec Robert, on l'a mis dans une autre subvention. Fait que c'est toujours des subventions, c'est comme je m'accroche un peu puis je me fais tirer. Il n'y a pas encore eu de subvention pour la cyber. Donc, les traitements, les cliniciens, ce qu'ils font, c'est beaucoup, ils vont utiliser des stratégies qu'ils utilisent en dépendance habituelle. Donc, tout ce qui est de la prévention de la rechute, de comprendre la fonction de la dépendance. L'équipe de Sylvie vont travailler aussi beaucoup avec la famille. Et en fait, même s'il y a des similitudes avec la dépendance, il y a quand même des aspects très, très spécifiques. En fait, ce que Sylvie vous dirait, dans les premières choses qui sont différentes, eh bien, c'est leur capacité à entrer en relation avec les autres. Parce que comme ils ont surinvesti le monde en ligne, eh bien, ils ont sous-investi le monde hors ligne. Et dans la façon d'entrer en contact, c'est très difficile. Donc, les cliniciens qui ont participé à l'étude disent, oui, on les identifie facilement dans notre centre, dans notre salle d'attente. Là, c'est difficile d'entrer en contact. Puis souvent, on va entrer en contact avec eux
en écoutant ou en parlant avec eux de leur application qu'ils aiment. Parce qu'en fait, c'est là qu'on va commencer à créer le lien, puis on va comprendre ce qu'ils vont chercher. Donc, de commencer par l'exploration de ce qu'ils aiment, eh bien, c'est une bonne façon d'entrer en contact. Et ça, c'est très différent pour nous parce que quand on est en dépendance, la dépendance, la consommation, c'est souvent quelque chose de très social. Quand tu avais des jeunes consommateurs de cannabis ou des jeunes de la rue, ils vivent en gang d'une certaine façon. Ils consomment puis ils partagent. Donc, au niveau relationnel, ils ont beaucoup moins de déficit pour parler, même s'il y a d'autres enjeux, ce n'est pas quelque chose qu'on avait vu dans les autres types de dépendance en raison de l'aspect social. Alors que là, entrer en relation, c'est beaucoup plus un défi. Ils ont l'impression d'avoir un peu, peut-être parce qu'il y avait déjà des lacunes, parce que nos cliniciens vont dire, ils ont comme développé, dans les jeux d'hasard et d'argent, on parle d'une dette d'argent, bien en cyber, on va parler d'une dette de temps. C'est-à-dire que les étapes développementales qu'ils auraient dû faire pendant une période, bien eux, ils ne la faisaient pas. Fait que si c'est l'adolescence où est-ce que c'est créer des liens, c'est d'être capable de sortir avec d'autres personnes, d'aller vers l'autonomie, bien eux sont entrés dans leur monde en ligne et puis là, bien, toutes ces tâches développementales-là n'ont pas été faites. Donc là, on commence à avoir un écart développemental et c'est ce qu'on appelle, on a nommé un peu la dette de temps. Et plus cette dette-là devient grande et plus ça devient difficile à rattraper. Mais au niveau donc de la relation, ça c'est un des défis qui se posent avec nos dépendants à Internet. Et en fait, c'est comme s'il y avait moins d'autonomie que ce qu'on s'attend. Ce qui veut dire que Sylvie me racontait, en fait, la personne, quand ils viennent en dépendance, il faut devenir un peu un gestionnaire du dossier, parce qu'il va falloir le référer. Puis des fois, il va falloir les accompagner. Donc, tu sais, juste leur dire, voici, pour aller faire une insertion professionnelle, c'est pas assez. Fait qu'il y a beaucoup de reaching out, d'accompagnement qui doit être fait pour redévelopper, la confiance dans le monde hors ligne, puis les habiletés du monde hors ligne. Donc, alors qu'avec nos dépendances, ça c'était moins présent avec les autres types de substances, eh bien, avec nos cyber, ça l'est un tout petit peu plus. Donc, notre équipe parle de faire avec eux et non pas uniquement de faire de la référence. Peut-être qu'on pourrait s'en inspirer aussi pour les dépendants, peut-être qu'on les a trop des fois dit voici la référence sans les accompagner, mais c'est clair avec nos cyber que les habiletés sont tellement sous-développées que si on ne les accompagne pas, ça ne fonctionne pas bien. Par ailleurs, c'est des jeunes qui ont un potentiel parfois intellectuel tout à fait très grand, mais il faut quand même les aider à se réinsérer. Puis il y a un travail de réinsertion professionnelle très important. Il y en avait un chez les adultes. Puis ça, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas toujours on travaille beaucoup en silo encore, la santé mentale, la réinsertion. Des fois, on n'a pas assez, on ne travaille pas suffisamment ensemble. Donc, ça, c'était vraiment parmi les défis des cliniciens, c'est ce qu'ils nommaient. Donc, il y a tout je vous dirais, les traitements, j'aimerais ça vous dire, il y a telle meilleure pratique, mais vous comprendrez que quand ça fait 15 ans, même pas qu'il y a du traitement pour ces jeunes-là, ce serait très présomptueux de vous vendre une théorie, puis vous dire, voici, ça fonctionne super bien. On a demandé au ministère, puis j'espère bien qu'on va être entendu dans les prochaines années, de pouvoir développer un modèle, un peu comme Robert Ladouceur l'avait fait pour les jeux de hasard et d'argent, mais une sorte de modèle qu'après ça, les centres de traitement pourraient adapter, mais qu'au moins on ait un langage commun, puis comme une sorte de structure commune. On espère beaucoup que ça va pouvoir se faire d'ici les prochaines années, je ne sais pas. Mais pour qu'ils subventionnent ça, il fallait d'abord qu'ils reconnaissent que ça existe. Donc là, je me dis, bon, j'espère qu'on a fini de passer par la première étape de reconnaissance, puis qu'ensuite, on est rendu à l'étape de traitement. Mais là, quand j'ai vu tout le débat avec l'industrie, j'ai dit, d'autant plus que le gouvernement subventionne beaucoup l'industrie du jeu. Donc là, je me dis, j'espère qu'on ne recommencera pas à zéro. J'ai comme un peu eu peur. Donc, nos cliniciens dans les CRD vont parler beaucoup du réinvestissement de la vie hors ligne. En fait, on ne parle plus de la vie réelle, vous avez compris, je ne parle plus de la vie réelle puis irréelle, parce qu'en fait, pour les jeunes, ils ne comprenaient vraiment pas toute cette histoire-là de c'est quoi ça, la vie réelle. Pour eux, c'est tout est réel, là, toutes les relations. Fait que c'est bon, on a parlé maintenant de vie hors ligne. En ligne, ils trouvent ça plus juste et comprendre la fonction, réinsertion, la gestion du temps. Donc, quand est-ce qu'on se met des balises?
qui les met, comment les faire respecter, sans que le parent devienne un peu une sorte de policier. Puis d'inverser ces rôles-là, parce qu'en fait, ça devient presque une guerre parfois dans la famille, ou une guerre intergénérationnelle, puis c'est pas ça, là, c'est un allié, et puis il faut que cette guerre-là arrête. Travailler l'autocontrôle et les sentiments de compétence. Parallèlement à ces travaux-là, donc avec Virtuado et avec Cyberjeunes, on a fait un autre projet qui s'appelle WebAdo. Je suis très originale d'intérêt. Le prochain, je ne sais pas comment on va l'appeler, je vais avoir l'impression d'avoir fait tout le tour mais en fait, WebAdo a été une action concertée par le FQRSC et on a tenté de comprendre c'était quoi la différence entre les jeux d'hasard et d'argent pour les jeunes puis les jeux vidéo pour ceux qui faisaient les deux. Parce qu'en fait, maintenant, dans les jeux vidéo, il y a du jeu de hasard et d'argent aussi. Il y en a certains que tu vois même dans des casinos, tu peux être un joueur de poker, donc c'est du jeu vidéo, mais où est-ce que tu as des éléments de jeu d'hasard et d'argent. Puis à l'inverse, dans les jeux d'hasard et d'argent, si vous avez déjà joué à Farmville, qui est un jeu vidéo, la compagnie qui possédait Farmville est allée dans les jeux d'hasard et d'argent. Fait que là, les personnages de Farmville sont rendus dans les machines à sous avec tous les mêmes sons. C'est ce qu'on appelle la gamblification et la gamification. Donc là, on est rendu que les frontières entre ces deux activités-là de jeu deviennent de plus en plus minces. Et enfin, on a essayé de comprendre, donc dans un projet Cali, quels sont les liens entre ces aspects-là. Donc, on est dans l'analyse présentement des données, mais on en a profité, comme on voyait des jeunes, puis qu'on avait certaines données, bien, on a tenté de développer aussi un outil d'évaluation, une sorte de gold standard, donc un outil diagnostique que les cliniciens pourraient utiliser, et c'est l'instrument de WebAdo que nous avons développé. Donc, voici, on a quelques outils qui commencent à être faits puis qui vont pouvoir être utilisés dans les centres de réadaptation. Donc, dès septembre, l'outil WebAdo, qui est un instrument où est-ce que c'est quand même assez lourd, là, mais il y a quand même 8 dimensions et ça permet à la fin de dire oui, je pense qu'il y a un problème de cyber ou pas. Donc, on a fait un instrument, une première version d'un instrument dit diagnostic. Okay? Donc, ça, c'est l'instrument WebAdo. À partir des résultats à la fois de Cyberjeunes et de WebAdo, parce que c'est la même population, ça avait 17 ans maintenant, on va essayer de trouver 2 à 3 questions plus sensibles pour vraiment faire du repérage. Donc, on a une étudiante à la maîtrise, à l'UQTR, qui va travailler sur cet outil-là et on espère qu'il va être prêt en décembre pour qu'il puisse être utilisé partout. Tu sais, dire, OK, voici 2 à 3 questions qui font un peu comme un outil comme le Cage que vous connaissez peut-être pour la consommation d'alcool. Donc, 3 à 4 questions qui font comme, oups, c'est une petite sonnette d'alarme, peut-être que je devrais explorer plus. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que tous les intervenants parlent de l'utilisation d'Internet, pas pour faire paniquer, mais juste parce qu'on devrait s'informer de la consommation d'alcool, des jeux d'hasard et d'argent, puis d'Internet. Et plus on en parle, plus ça va être facile de commencer à détecter, et moins les gens vont se sentir menacés quand on va en parler. Donc, on va avoir un instrument de repérage, et puis on est avec une équipe, avec Joël Tremblay notamment, qui travaille en dépendance depuis longtemps. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'IGT, hein, qui est un instrument utilisé dans les centres de réadaptation. Eh bien, il va être remplacé par un nouvel outil. Moi, je l'ai appelé l'IGT 2.0, mais ce n'est pas ça son nom, mais vous comprenez ce que... On le refait au complet. On débute le mois prochain. C'est un gros projet qui est subventionné par le MSSS. Et puis, il va y avoir un volet cyber dans ça, ce qui veut dire que tous les centres de traitement vont obligatoirement toujours évaluer maintenant cet aspect-là. Donc, ça, c'est un très gros projet qui débute sous peu. Fait qu'il va y avoir... Fait qu'on commence à s'outiller un tout petit peu, mais il va encore y avoir plusieurs choses que j'espère pourront être utiles dans votre travail. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc, WebAdo, voici un peu comment la grille finale d'évaluation pour faire votre jugement. Ça ressemble à du DEPADO, hein, parce que c'est les mêmes qui l'ont développé. Si vous connaissez le DEPADO, c'est Joël Tremblay. Fait que là, je me dis, oh mon Dieu, il est dans l'équipe de WebAdo, ça finit par teinter tous les instruments. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Des questions?
C'est... Sherbrooke, est-ce que tu es au courant sur le Non, à Sherbrooke, ils ont participé à notre projet Virtuado, mais des fois, les centres de traitement avaient accepté parce que ça faisait partie d'un projet de recherche. Maintenant, je trouve que la majorité des directeurs acceptent quand les gens cognent à la porte, là, parce que justement, ils ont participé à Virtuado, puis ils ont reçu les résultats de recherche. Donc, c'est plus rare, mais je ne sais pas si officiellement ils l'ont mis dans leur offre de service. Mais là, je me dis, bien, on attend toujours d'une semaine à l'autre le plan d'action. Je me dis, probablement que les directeurs également des centres ou attendent parce que le ministère dit incessamment. Donc, je me dis, ils veulent y attendre. Puis je comprends parce que ça implique toujours des ressources et des coûts. Hein, c'est toujours le nerf de la guerre. D'autres questions? Oui, Robert? Je trouve qu'il y a des similitudes avec l'anorexie. Oui, beaucoup. Oui, puis on dirait que c'est l'anorexie des gars. Ah! Ou la boulimie des garçons. Oui, mais tu sais, c'est vraiment compulsif, oui. D'isolement social, puis la valorisation dans le contrôle du jeu, comme dans le contrôle alimentaire. La compétence qui est générée là, mais l'incompétence vécue à l'extérieur. Oui. Beaucoup de problèmes de socialisation chez les garçons, chez les filles. C'est tellement pareil, c'est comme si tu avais raconté une histoire semblable. Puis je me disais, je pense que le facteur socialisation doit être un facteur extrêmement déterminant dans l'explication de l'apparition de ce trouble-là. Si tu es en échec de socialisation, tu as beaucoup plus de probabilité de tourner vers ces jeux-là que si, au contraire, tu es bien inséré, tu as plein d'activités, ça va devenir beaucoup plus secondaire. Il y a quelque chose à voir là, pour moi, c'est l'anorexie des gars, mais bon... Mais je trouve que c'est super intéressant comme parallèle. Je ne l'avais jamais pensé comme ça, anorexie des garçons. Puis c'est clair que dans la socialisation, il y a quelque chose, mais pour l'instant, on ne l'a pas bien capté. Puis on avait dans Virtuado, combien d'amis en ligne as-tu? Combien d'amis hors ligne? Puis là, on regardait nos données, puis on se disait... Puis quand on fait cette étude-là, on prend tous nos données, puis on les analyse, on fait vraiment juste un portrait, puis on amène tous nos cliniciens, puis on fait vraiment l'analyse avec eux. Donc, je ne trie pas les données, là, je fais juste sortir les chiffres, puis on s'assoit. Puis en fait, ce qu'on a commencé à comprendre, c'est qu'il y avait une sorte de séparation, parce qu'ils sont quand même très en relation en ligne. Hein. Puis en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que habituellement, les jeunes jouent avec le monde hors ligne, puis le monde en ligne, c'est pas mal pareil. Tu joues avec tes amis d'école en ligne. Mais ce que nos jeunes-là, ils sont tellement... investis dans le monde hors ligne, qui ne jouent pas avec leurs amis d'école. Ils ont toute une autre sorte de monde en parallèle, probablement parce que les amis d'école les trouvent trop intenses. Fait qu'il y a une sorte de... ou peut-être parce qu'ils ont des problèmes, ils en ont peu. Fait que, puis, dans WebAdo, que l'instrument qu'on a fait passer, on l'a fait passer à l'aveugle par des cliniciens. Là, nous, on en savait le score à l'IAT, puis les cliniciens ne savaient pas, puis on essayait de voir qu'est-ce que le clinicien en dirait. Puis c'est drôle parce qu'on demandait à des jeunes, OK, comment t'occupes? On essayait de voir la place d'Internet. Puis là, je me souviens d'une personne qui disait, oui, une de mes activités, moi, c'est d'aller faire les courses avec ma mère. Donc, quand un jeune adulte entre 17 et 25, puis qui nous rapporte qu'une activité, c'est faire des courses, oh mon Dieu, il y a quelque chose au niveau de la socialisation qui n'est pas présente. Là, on voyait des jeunes qui sortaient, oui, je sors avec mes amis, ou à quelle fréquence? Une fois par mois. Puis dans les 6 derniers mois, ils ne sont pas capables de te raconter une sortie qui a été faite au cinéma ou juste aller chiller chez quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose dans la socialisation. Hein. Mais pour nos filles, je ne sais pas si ça va se présenter de la même chose parce que là, on est plus dans le réseau social, donc une socialisation, mais est-ce qu'il y avait des problèmes également, puis on est devenu populaire sur Internet? C'est moins clair. Et c'est pour ça qu'avoir 2 diagnostics a du sens, au sens où est-ce que peut-être que les portraits cliniques sont extrêmement différents. Puis en même temps, nous, en dépendance, des héroïnomanes, des cocaïnomanes, puis des dépendants à l'alcool, les portraits aussi cliniques sont différents. Puis on parle de dépendance aux substances. Donc, il y a toujours de l'hétérogénéité, mais en tout cas, mais c'est une question super intéressante de l'anorexie chez les garçons. Là, je vais à réfléchir. Parce qu'il y a juste un gars sur 10 qui sont anorexiques. OK. Bien, là, on est pas... La population anorexique, là, c'est exactement... Oui.
C'était la façon de se réfugier. C'est une bonne façon de se réfugier puis d'avoir du contrôle. Oui, C'est l'aspect contrôle sur leur vie, hein, qui est, oui. Ouais. Est-ce que les jeunes parlent de la pression qu'ils ont des autres membres, des autres joueurs pour continuer? Parce que, tu sais, exemple, là, mon chum joue une petite game qui est en ligne, ma fille est là, elle vomit. Fait qu'il dit, ben, ciao bye, tu sais, ma fille vient de vomir. Puis elle revient après, puis c'était des listes de bêtises, puis de ci, puis tu nous as laissé tomber, puis t'es ci, puis t'es ça. Fait que je me dis, tu sais, il doit y avoir aussi une pression des autres joueurs qui dit, là, laisse-nous pas tomber, va pas Tout à toucher, fait. va pas, Tout à fait. Il y a beaucoup de pression sociale à l'intérieur des jeux, puis qui renforce. Donc, tu as un rôle. Fait que si tu es un sauveur, ben là, quand ils font un raid à telle heure, à 2 heures du matin, il est peut-être 8 heures à Paris, mais là, tu sais, toi, il faut que tu sois là. Fait qu'il y a beaucoup de pression qui fait qu'effectivement, c'est pour ça que les jeux World of Warcraft ont été utilisés, puis ont été d'abord étudiés. Puis c'est ceux-là où est-ce qu'on avait vu des dérapages, justement parce qu'il y avait une grosse pression d'équipe en ligne. Donc, fait que, oui, c'est un autre des facteurs qui contribue des fois. C'est un autre facteur de vulnérabilité. Oui, puis en ligne, les gens ne sont pas particulièrement, sont pas très gentils. Oui, c'est ça. Fait que ça, autant, des fois, ça a un aspect positif parce que tu te fais dire que tu es beau, tu es fin, tu es gentil, mais tu as tout l'autre aspect qui commence qui est assez présent également. D'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. J'aurais bien une question et un commentaire, mais je vais me calmer. Il y a de plus en plus, même ici au Canada, je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai moins vu, mais je sais qu'en Europe, en France, c'est vraiment problématique. Le fait que les compagnies créent des jeux pour les enfants de plus en plus. Oui. Ils sont vraiment bons là-dedans. Ce qui me traumatise, c'est que les parents, je ne veux pas leur en vouloir, mais je me dis, oui, le jugement, des fois, pour qu'on entende des parents dire, ben c'est juste un jeu. Non, ils te vendent des hamburgers, c'est ça qu'ils font. Oui. Fait que ça me traumatise, je l'ai dit. Ici au Canada, est-ce qu'on voit ce phénomène-là? À vrai dire, les jeux sont mondiaux. Puis vous posez une question super intéressante, c'est où est la régulation? Ben, puis c'est un peu là que je vais en venir. Puis oui. Il ne faut pas que je m'emporte, je me connais. Vous pouvez vous emporter. Ben, je regarde, on a ça d'un côté. Oui. Puis c'est rendu partout. On sait, en tout cas, c'est sûr que nous, tu parles à celui que j'ai pas de Facebook, pas de Twitter, pas d'MSN, j'ai les jeux vidéo, j'ai jamais joué à ça. Tu sais, moi, je vais dehors, j'aime ça. Fait que c'est sûr que je suis peut-être particulier de ma génération. Mais je regarde comment les compagnies, on engage des psychologues spécialisés dans comment on va te vendre justement le like, puis te stimuler, puis te renforcer là-dedans. Je regarde les grandes compagnies qui volent tes données. Je vois plus au niveau macro-sociologique. Oui. Puis moi, je suis scandalisé, traumatisé, puis je peux pas croire que le monde va passer à aller. Puis je me dis effectivement, où est la régulation? Puis j'ai dit ça, je vais te poser la question parce que ça peut me mettre dans une position particulière, mais je me dis justement jusqu'où le ministère de la Santé et des Services sociaux, il va bien savoir. Puis jusqu'où on a un réel désir de s'y attaquer. Puis on parle ici au Québec, on parle du Canada, puis on parle de l'Union européenne, puis on parle de ça. Oui, c'est une excellente question de où est la régulation. Puis justement, hier ou avant-hier, j'étais à Québec pour présenter WebAdo aux partenaires de l'action concertée. Donc, il y a le ministère de la Santé, la Santé publique, puis ce que le FQRSC, donc le fonds qui se mentionne, donc le fonds gouvernemental, a dit, bien, pourquoi j'aimerais ça que tu fasses une recommandation à la régulation puis au ministère des Finances. Là, mes données ne permettent pas tout à fait de faire ça, mais d'aller un petit peu plus loin parce qu'en fait, les gouvernements n'ont pas encore agi. Ça commence à se voir beaucoup plus en France, mais ici, il n'y a pas de régulation. Il n'y a personne, on subventionne des industries puis on leur dit pas, mais prends attention aux jeunes, il n'y a rien, là, on leur donne carte libre. Il y a même une chaire actuellement pour justement comprendre comment les jeux fonctionnent dans le cerveau. Et il y a toute cette négation-là du potentiel, peut-être des méfaits. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire pour tout l'aspect régulation sociologique exactement. Puis c'est pour ça que moi, je travaille sur ceux qui ne vont pas bien, mais il y a bien plus à faire. Puis pourquoi ne pas agir rapidement pour pouvoir prévenir? Mais pour l'instant, il y a quand même des choses qui s'en viennent. Il y a un gros projet de prévention qui s'en vient sur l'utilisation d'Internet qui va avoir lieu en septembre, le projet va être fait par les mêmes qui font Défi Santé. Puis c'est la firme Capsana. Donc, eux, ils font Défi Santé depuis 30 ans, je pense. Puis le défi J'écrase, j'arrête. Puis ça, c'est le secrétariat à la jeunesse qui l'a subventionné.
Donc, eux sont préoccupés, mais tu vois, le ministère de la Santé n'a pas encore pas donné de fonds pour un projet de prévention populationnelle. Donc, où est-ce qu'il se situe? C'est un problème de santé mentale. Hein. Des fois, on n'est pas toujours la priorité. Puis c'est sûr que moi, je suis en dépendance, puis là, mes collègues disaient « Ouais, mais là, c'est le cannabis qui arrive. » Fait que là, je me dis « Oups, je vais passer en dessous du cannabis. » Là, ma chance était avant, là, puis je ne l'ai peut-être pas eu. Fait que là, je me dis « Oh mon Dieu, non, il n'y arrivera pas. » Puis je peux bien dire « Oui, des fois, ils vont fumer du cannabis pour s'endormir parce qu'après avoir tilté sur Internet, mais c'est pas tout le monde, là. Fait que là, je me dis, comment je vais faire pour passer cette vague-là? Parce que là, c'est le cannabis, puis c'est les opioïdes, c'est toute la crise du fentanyl. Fait que là, je me dis, pour quelque chose de plus, peut-être, pourtant, il y a quand même 2% des jeunes, et c'est difficile. Mais vous avez raison que la régulation, il faut s'y attaquer, puis il faut se poser des questions. Puis, en fait, dans les choses, des recommandations pour les parents, c'est de se dire, intéressez-vous à ce qu'ils font sur Internet. Parce que c'est pas vrai qu'ils sont en sécurité. Puis, on peut avoir des choix, puis dire, non, tu ne joueras pas ce jeu-là, parce qu'ils vendent de la publicité, puis c'est même pas vraiment déguisé. T'sais, on peut avoir des valeurs, mais il faut s'y intéresser, puis dialoguer, parce que les parents se sentent incompétents, parce que ça va tellement vite, mais informez-vous, puis tu sais, regardez, parce que de toute façon, ça va tellement vite, on ne pourra jamais. Il ne faut juste pas avoir peur. Allez sur YouTube, il y a toujours un tutoriel rapide du jeu, puis vous allez comprendre. Mais il faut s'intéresser parce que, comme vous dites, il y a de tout et n'importe quoi, puis on peut avoir ses valeurs de famille, puis mettre son pied à terre, puis dire non, ça, on ne va pas là. Je sais, en France, il y avait beaucoup de jeux de McDo, de malbouffe qui faisaient des petits jeux gratuits. Nous, au Québec, on est chanceux, on a une loi pour la publicité aux jeunes. Est-ce qu'on ne devrait pas imposer? Puis là, c'est toute la régulation d'Internet. Puis vous avez vu avec l'épisode Netflix, comment c'est pas si facile que ça de réguler. Je vais même aller peut-être un peu plus loin que ça, au sens où je sais que je suis un gars des années 20, là, fait que je sais que j'en renverserai pas la vapeur. Puis je m'adapte aussi parce qu'Internet m'offre de belles choses aussi. Je le vois, si je faisais ça, mais il reste que. Je suis en train de perdre mon idée. Vous êtes des années 20. Moi, c'est ça, j'ai cette année-là, ça va pas bien. Oui, tu sais, je regarde là, puis c'est à la mode, puis c'est politiquement très vendable pour un ministre de l'Éducation de dire hey, là, je vais connecter les écoles. OK, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Puis je pense même au niveau du contenu, c'est une chose. Mais tu sais, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il y a assez de choses écrites sur cette terre pour qu'on sache que des lettres dans des yeux et un cerveau, c'est pas nécessairement bon, 55 heures semaine, plus le soir, plus ci, plus ça, le sommeil, tu sais, fait que je trouve ça très préoccupant. Moi aussi, ça me préoccupe beaucoup. Moi, j'ai des jeunes, puis ils aiment beaucoup quand on fait les devoirs sur Internet, ça a beaucoup aidé à la motivation. Puis en même temps, je me dis, mais est-ce quand on implante quelque chose, on devrait toujours l'évaluer pour voir si ça a des méfaits? Et ça, moi, dans les écoles que je connais, ça n'a pas été fait, puis ça me préoccupe. Est-ce que pour les jeunes vulnérables, on augmente la vulnérabilité, on augmente le potentiel? Puis on a-tu fait la prévention qui vient peut-être avec utiliser ce style d'outil-là? Les écoles se sont lancées à cœur perdu. J'ai une collègue de l'UQO qui m'a appelée en disant, on l'a fait beaucoup pour ceux qui avaient un TSA. Donc, puis elle dit, mais là, on se pose la question, oui, mais là, ils ne se réinsèrent pas, peut-être qu'ils perdent même le peu d'habileté. Est-ce qu'on leur nuit? Donc, comment faire pour qu'ils en profitent sans voir les méfaits? Là, il y a vraiment un questionnement à faire important. Merci, Jeanne. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu.